Bonjour. Bonjour, nous sommes Gérald Et André. et nous sommes au studio Noise Factory. Aujourd'hui nous sommes là pour vous parler des éléments de départ d'un home studio. Si vous êtes musicien et que vous voulez garder le contrôle sur votre création, aujourd'hui nous allons vous expliquer avec quoi vous devez vous équiper. Vu qu'en 2020 il est plus facile que jamais auparavant de s'équiper pour enregistrement à la maison, aujourd'hui pour quelques centaines d'euros, vous pouvez avoir un matériel très correct et suffisant pour faire un peu tout à la maison. Si vous avez un home studio, vous pouvez passer le temps nécessaire pour expérimenter. Ça vous permet de garder le contrôle artistique. Là, dans un studio professionnel commercial, on n'a pas toujours le temps nécessairement d'approfondir chaque idée. Ici, le temps et le contrôle, vous l'avez. Et en dernier lieu, je pense personnellement, j'y crois très fort, que ça permet de devenir un meilleur créateur, un meilleur musicien, un meilleur artiste, parce qu'on a toutes ces techniques dans la boîte. Attention qu'il y a quand même aussi des désavantages au home studio, c'est que du coup vous mélangez un petit peu les deux casquettes. Les casquettes, c'est-à-dire vous êtes le musicien mais vous devenez aussi le technicien. Donc du coup vous passez peut-être un peu moins de temps à vous occuper de l'aspect créatif, l'aspect musical. Vous pouvez aussi vous perdre dans le méandre de tout ce qui est technique, technologie, quel matériel, et du coup passer tout du temps à vous concentrer là-dessus plutôt qu'à votre musique et à votre création. Maintenant, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Allons-y. Yes. Alors, le premier élément dont on va parler de notre home studio, c'est l'ordinateur et le DAW, c'est-à-dire le programme qui l'accompagne, dans lequel on va travailler le son, aussi appelé station haute de numérique. Le point le plus important pour l'instant, c'est sur quelle plateforme est-ce qu'on va travailler. Est-ce qu'on est sur Windows, est-ce qu'on est sur macOS, donc chez Apple. Que vous choisissez l'un ou l'autre n'est pas très important. Prenez ce que vous avez déjà. Donc, si vous avez déjà un ordinateur correct, c'est l'investissement le plus conséquent dans un home studio. Office. Autant commencer avec ce que vous avez. J'imagine que chacun a au moins un ordi quelque part. C'est mieux si l'ordi n'est pas plus vieux que 3 ans. Donc, voilà, si c'est un peu plus que ça, pas très grave si vous avez un ordi puissant. Mais de manière générale, c'est une bonne base. 3 ans d'âge Dans la maximum. bonne tranche, ouais. Voilà. Alors principalement, en fait, ce qui est important dans l'ordi, c'est quel processeur est-ce qu'on a et combien de RAM est-ce qu'on a dedans. Dans les processeurs, on vous conseille minimum un i5 ou un équivalent d'un i5. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'ordi plus typés bureautiques qui tournent sur un i3 par exemple, ces temps-ci. Et là, on est un peu limite. Là, pour un soft de audio, c'est un peu limité. On voir une petite fenêtre s'afficher, dire ressources dépassées, overload, on veut... Voilà. C'est pas drôle, C'est c'est pas pas drôle. très créatif et ça vous casse un peu le workflow de création d'art, donc autant ne pas le faire. Pour la RAM, c'est surtout important si vous travaillez avec beaucoup de samples, donc avec des batteries virtuelles, avec des sampleurs de tout genre, des synthés virtuels, etc. On vous conseille d'avoir un minimum de 8 à 16 Go de RAM, voire plus que ça. Donc plus vous avez, mieux c'est évidemment. 16, c'est un bon gros minimum. C'est ce qui est recommandé, ouais. Dans ce qui concerne les DAW, donc le programme que vous allez utiliser, nous avons une grosse vidéo uniquement sur comment en choisir un dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à regarder ça, c'est en gros thème. Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà. Donc ce sera pour une autre fois. Le deuxième élément, je prends le relais, Vas-y, je t'en prie. c'est la carte son. Alors une carte son, c'est quoi? C'est vraiment l'interface entre ce qui va rentrer dans votre ordinateur et votre software et ce qui va en sortir. Sur ces cartes son, vous pouvez avoir des entrées micro, des entrées instruments, donc c'est jack, XLR, qui permettent de brancher forcément micro ou instrument. Certaines ont une seule entrée, certaines ont 2 entrées, parfois juste jack, parfois des combinaisons jack et XLR, comme sur celle-ci. Les ordinateurs de base, forcément, ont toujours une carte son, mais c'est fort différent de ces cartes son-là qui sont vraiment dédiées pour faire de la musique. C'est qu'une carte son de base va être très bien pour une utilisation, genre écouter de la musique à la maison, mais pour enregistrer, ça va être beaucoup trop limité. À ce sujet-là, on a fait une vidéo plus complète sur le choix de la carte son, donc il vous suffit d'aller voir ce sujet, voilà, cette vidéo. Comment est-ce qu'on écoute tout ce qu'on enregistre? Donc nous avons des enceintes de monitoring comme ici la dame A7. Les enceintes de monitoring ou de studio sont des enceintes fabriquées spécialement pour le travail avec le son. Vous allez me demander pourquoi ne pas prendre l'enceinte que j'ai déjà dans mon salon.
pour écouter de la musique dessus et travailler dessus, pourquoi pas. Alors, en soi, c'est vrai, pourquoi pas, vous pouvez, pas de souci. Sauf que ces enceintes-ci de studio sont quand même pensées pour essayer de reproduire le son de manière la plus neutre possible. L'idée, c'est de s'assurer que ce que vous entendez à la maison, en travaillant sur votre musique, sonne un maximum de la même façon dans votre voiture, chez vos potes, à la radio, etc. Ceci dit, un petit point quand même important, parce que voilà, l'idée n'est pas non plus de mettre 5000 € dans une paire d'enceintes, c'est pas ça qui va vraiment vous donner le son de travail. La pièce dans laquelle vous les mettez est tout aussi importante, si pas plus importante que l'enceinte même. Alors si vous trouvez que votre musique ne se traduit pas très bien sur d'autres systèmes, donc si ça sonne vraiment complètement différent autre part, c'est peut-être pas une question de prix de votre enceinte. C'est probablement une question de placement et de l'acoustique. On va en parler juste après. Donc pour les enceintes de monitoring, dans l'entrée de gamme, 150 € à 400 € l'enceinte, donc on est à 300 à 800 € la paire. On est dans une gamme tout à fait correcte pour commencer à travailler sur la musique. Vous allez certainement garder ces enceintes pendant de nombreuses années. Donc ça sert à rien d'aller beaucoup plus haut. Par contre, descendre plus bas que 100 à 150 € l'enceinte, là on est tout de suite dans des gammes un peu plus d'écoute que de travail. Oui. Donc l'élément complémentaire à l'enceinte au niveau de l'écoute, c'est le casque de monitoring. Le premier avantage forcément, c'est quand vous allez vous enregistrer, ça permet d'isoler tout simplement ce qui repasse vers les micros, parce que si vous enregistrez une voix que vous travaillez qu'avec les enceintes, ça va rentrer dans les micros, donc il faut travailler au casque à ce moment-là, forcément, comme on fait en studio. Que ce soit home studio, ça le principe est le même. Le deuxième avantage, c'est que si vous avez une acoustique qui n'est pas terrible, traitée, ou qui peut mal influencer l'écoute, du coup, en utilisant le casque, vous allez complètement supprimer ce problème de l'acoustique. Un bon casque, en général, il faut compter entre 80 et 200 € pour avoir quelque chose de vraiment cool, quoi. Le quatrième élément dont on va vous parler aujourd'hui, c'est un micro. Donc, le micro nous sert à, comme un de ceux-là ici par exemple, les micros nous servent à transformer ce qui se passe dans la pièce au niveau sonore, donc quelqu'un qui joue, qui chante un instrument percussif, transformer ce son en signal électrique pour ensuite pouvoir l'envoyer vers l'ordi. Alors, dans les micros, il y a deux grandes familles qu'on utilise un peu tous les jours. Les micros plutôt type dynamique, ceci est un exemple très connu de tout le monde, c'est le fameux SM58, donc ça c'est un des micros dynamiques. La particularité du dynamique, c'est que c'est quelque chose qui est très robuste, mais sa fabrication fait qu'il est peut-être un petit peu moins sensible et moins défini qu'un micro à condensateur. Par contre, c'est costaud, vous pouvez assommer quelqu'un avec, vous pouvez l'utiliser en live, il n'y a pas de souci. Un autre exemple de micro, donc la deuxième grande famille des micros qu'on utilise, c'est les micros dits à condensateur, donc c'est une autre architecture, on parlera de ça dans une autre vidéo, mais celui-ci en est un typique. Donc le micro à condensateur, peut-être plus fragile, supporte peut-être moins les grosses pressions acoustiques dans les instruments qui vont fort. Par contre, ça peut être plus défini et plus complet dans le son. Des micros comme ceci qu'on trouve en home studio, qui peuvent même servir parfois en studio pro, hein, ça n'est pas lié, mais en home studio, en tout cas, ça sert à rien de dépasser, pour débuter, un budget de 100 à 200 €. Vous trouvez des choses qui sont vraiment très très chouettes pour commencer. Si on veut enregistrer des éléments non acoustiques, c'est-à-dire qui ne font pas nécessairement de bruit particulièrement intéressant dans la pièce, comme une guitare électrique par exemple. Voilà, vous savez, j'imagine tous, ça fait pas grand-chose comme bruit. Il y a mieux. Alors, il y a mieux. Ou une basse électrique, ou un clavier par exemple, qui ne fait aucun bruit du tout si on ne le connecte pas à un baffle ou à une interface. Donc ça, on peut se connecter directement dans l'entrée jack, donc ici au milieu, et utiliser soit des amplis virtuels pour des guitares électriques, soit juste le clavier tel quel. Là, on n'a pas besoin d'autre chose, on n'a pas besoin de micro, on se connecte directement dans l'interface. Voilà, et alors pour se connecter, l'idéal c'est d'avoir quand même des câbles de qualité, idéalement. Pour se brancher un instrument, on utilisera plutôt des jacks comme ceci. Il y a différents types de connectiques. Pour brancher un micro, on utilisera plus facilement des systèmes avec XLR, comme ceci.
Et alors, il peut y avoir aussi des câbles qui reprennent un petit peu les deux. Comme ici, un câble XLR vers jack, par exemple, qui permet de brancher vos enceintes directement. Quand tu parles des câbles de qualité, tu veux Oui. dire quoi? Et en fait, ce qui est important dans un câble, parce que tout câble qui aurait une XLR et un jack pourrait dire, bah oui, un câble, c'est un câble. C'est important, c'est la qualité des matériaux qui sont utilisés à l'intérieur, en fait. Donc, c'est des fins brins de cuivre. Plus le cuivre va laisser passer le son et moins va l'altérer. Et plus le câble va être bon. En fait, un câble va jamais améliorer la qualité de votre signal, mais va juste être plus transparent et l'altérer Voilà. moins. C'est aussi la robustesse du câble en lui-même. Donc s'il est plus assoupli, plus dur, ben, vous avez moins de chances de l'abîmer et donc de ne plus avoir de son correct. Prenez quelque chose qui n'est pas l'option la moins chère, Voilà, parce que c'est souvent pas pas top. top, Disons-le. ça tient pas, ça tient pas. En fait, ça va marcher, mais ça Il y ne aura du tiendra son. pas sur la durée. Prenez quelque chose milieu de gamme. Ça sert à rien de prendre des câbles de guitare à 200 € le mètre. Ça existe, ça ne vous changera pas la vie, c'est sûr. Le dernier élément qui est important quand vous pensez à construire ou à mettre en place votre home studio, eh ben c'est très important, c'est l'acoustique de la pièce. Et ça, André va vous en parler. Bienvenue dans mon studio. Alors, parlons acoustique. Qu'est-ce que l'acoustique et pourquoi est-ce que c'est important? L'acoustique, c'est l'espace qui est autour de vous quand vous entendez du son, quand vous écoutez de la musique, c'est l'espace dans lequel ce son vit. Donc nous avons des enceintes comme celle derrière moi qui vont projeter du son dans la pièce. Donc ce que j'entends directement venant de l'enceinte dans mon oreille ne représente en réalité que la moitié, voire moins de ce que j'entends. Tout le reste, c'est les réflexions de cette enceinte qui tire du son dans la pièce, ça se reflète partout et ça revient dans mon oreille, mélangé avec ce son direct. Et c'est ça la partie importante. Parce que donc du coup, ce que j'entends ne sonne comme ce que je l'entends que dans la pièce dans laquelle je suis. Ce qui nous laisse avec deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas en mettant plus d'argent dans le matériel, mais dans la même pièce, au même endroit, qu'on va nécessairement avoir un meilleur son en sortant du studio. Certes, on aura peut-être un son plus intéressant, plus agréable pour nous au moment du travail, mais notre musique va pas nécessairement se traduire mieux en dehors du studio, en dehors de notre espace de travail. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que vous allez toujours devoir vous battre avec l'acoustique. Toute pièce va avoir son propre son et tout placement de vos enceintes dans cette pièce-là va avoir un autre son. Alors, comment solutionner ce problème d'acoustique? C'est un sujet vaste et il y a beaucoup de choses à dire. Il y a énormément d'informations sur Internet, informations contradictoires sur Internet. Donc, ne vous inquiétez pas. On va en parler plus en détail dans une vidéo ultérieure. Pour l'instant, on va vous laisser avec deux petites choses. Alors, de 1, essayez d'éviter les espaces trop réverbérants. Donc, avec des murs lisses, avec du carrelage, avec des grosses vitres. Toute cette réverbération en plus va directement impacter le son venant des enceintes. C'est de 1. Et de 2, expérimentez avec le placement. Écoutez des morceaux que vous connaissez très bien et essayez d'écouter est-ce que le son est bien balancé, est-ce qu'on entend bien toutes les notes, est-ce qu'il n'y a pas trop de basses, trop d'aigus. Et essayez de placer vos enceintes à différents endroits, à différentes hauteurs par rapport à vos oreilles, peut-être plus loin, un peu plus près, un peu plus près ensemble, un peu plus loin. Et de vous placer par rapport à ces enceintes pour essayer de trouver une position la plus équilibrée possible par rapport à ce que vous écoutez. Et vous faites le même exercice avec 2-3 morceaux. Et on essaie de trouver un bon point de compromis. Rien que ça va déjà, je pense, vous aider énormément. Voilà pour l'acoustique. Et on retourne. Oh, ok. Maintenant, vous savez tout ce qu'il y a à savoir pour monter votre home studio, les éléments auxquels il faut réfléchir, voir un petit peu où mettre votre budget. Un dernier point qui est important, ne vous laissez pas bloquer par des idées reçues qu'on pourrait avoir, comme par exemple... Une qui est très importante, c'est la voix ne peut jamais être enregistrée par autre chose qu'un micro à condensateur large membrane comme celui-ci. C'est n'importe quoi. Voilà. Alors, vous pouvez enregistrer avec n'importe quel micro. C'est souvent, en fait, vous allez même vous rendre compte qu'un micro moins cher va avoir un meilleur rendu, beaucoup plus intéressant, qui va mieux avec la couleur de la voix.
Une autre idée reçue, c'est qu'il faut toujours travailler sur enceinte. Vaut mieux limite travailler au casque si on a une acoustique qui est déplorable et que les enceintes ne sont pas bonnes et qu'on a un bon casque. Voilà, c'est possible de travailler au casque, que ce soit en enregistrement et même en mixage. Beaucoup de gens le font couramment, au quotidien et même à haut niveau. Donc, n'attendez pas d'avoir une acoustique parfaite et des enceintes correctes. Si vous avez un casque et que vous avez l'envie, allez-y, ne vous laissez pas arrêter par ça. C'est ça. Une des idées reçues qu'on voit partout, c'est si vous n'avez pas un studio professionnel avec l'acoustique parfaite et les enceintes à 10 000 € la pièce, ça sert même à rien de commencer, vous pouvez pas travailler. N'importe quoi. Non. Des albums énormes ont été enregistrés dans des conditions très minimalistes. Tout est une question de créativité et d'expérimentation. Exactement. Donc, ne vous laissez pas arrêter par le matériel. Ce qu'on vous a montré ici pour un total de moins de 1 000 € est tout à fait suffisant pour faire de la musique qui déboîte. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec nous. Pour nous soumettre tout sujet que on pourrait traiter pour vous aider, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires de la vidéo. Partagez, parlez-en autour de vous, abonnez-vous à notre chaîne. Et évidemment, nous avons prévu pour vous un petit guide comparatif du matériel et de tout ce qui est intéressant à acheter pour vous aider et pas passer trop de temps à trouver quel est le meilleur ça matos. prend 3 siècles. Infernal. Donc on vous a aidé là-dessus et pour le trouver, il suffit de suivre le lien que vous trouverez ici. Ou dans la description de la vidéo. Merci beaucoup et Merci à bientôt. À bientôt.